Aujourd'hui, préparez les tenues inifugées et appelez les pompiers parce qu'on risque de mettre le feu en parlant de l'illustre, du vénérable, de l'impitoyable capitaine de la première division et commandant en chef des armées de la cour, Yamamoto Genryusai Shigekuni. Ce personnage rentre dans la catégorie papy badass des shonen et possède une puissance monstrueuse en plus d'être l'un des shinigami les plus vieux et les plus expérimentés. Comme d'hab, je vous invite avant de commencer à liker et à partager la vidéo si vous souhaitez répandre l'amour de Bleach, et si vous voulez me suivre sur les réseaux, les liens sont en description. On peut désormais s'attaquer au sujet du jour, parlons de Yamamoto Genryusai. Commençons avec une petite présentation globale du personnage. Ce Shinigami est le boss ultime des armées de la cour, et c'est quelqu'un qui ne supporte pas qu'on bafoue les règles de Soul Society. Il est le possesseur de Ryujin Jaka, connu comme étant l'un des Zanpakuto les plus puissants qui n'aient jamais existé. Mais c'est aussi un maître dans quasiment tous les domaines. Kido, combat à main nue, combat au sabre, il excelle dans toutes les catégories et est de loin le Shinigami le plus expérimenté et le plus puissant du Gotei 13. D'ailleurs, il faut bien rappeler qu'à la base, c'est lui le créateur des 13 divisions, qui étaient autrefois sous la direction de guerriers se faisant appeler les 13 sanguinaires. Mais on reviendra là-dessus. La première apparition de Yamaji a lieu lors de l'arc Soul Society, bien entendu. Le vieil homme ne paye pas de mine au premier coup d'œil, et je pensais même au début qu'il n'était pas un combattant, mais plutôt un vieux sage qui avait pour fonction de diriger les troupes. Mais j'ai vite compris que c'était pas le cas, et c'est tant mieux. En plus, avec ses cicatrices de ouf de partout, il impose le respect et met la pression directe. Le capitaine commandant nous dévoile tout au long de cet arc une personnalité très à l'ancienne, à fond sur le respect des règles, sévère voire même impitoyable. Bien que ce soit quelqu'un de juste, si un Shinigami enfreint la loi, il ne le pardonnera pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il est incompétent ou qu'il n'a pas de cœur. Au contraire, ses sentiments nous sont quelquefois bien explicités, et on sait par exemple qu'il en a fait beaucoup pour Komamura, qui lui voue désormais un respect et une dévotion sans limite. Il a même horreur d'impliquer les autres dans les affaires et les conflits de Soul Society pour ne pas qu'ils aient de problème. Il prend donc son rôle très au sérieux et est très respecté par les autres Shinigami. Pendant la majorité de l'arc Soul Society, il aura un rôle un peu secondaire, donnant des ordres au Gotei 13, en autorisant par exemple les capitaines à utiliser leur Bankai si nécessaire pour stopper les Ryoka. Mais c'est après le sauvetage de Rukia et la destruction du Sokyoku par Ukitake et Kyoraku qu'il va enfin se mettre en action. Présenté comme le capitaine le plus puissant, on nous fait comprendre qu'il est à des années-lumière de tous les autres, possédant à la fois l'expérience, la connaissance, la puissance, le Reiatsu, et un Zanpakuto qui met en sueur même les plus illustres Shinigami. Il va donc affronter ses deux anciens élèves, les capitaines de la 8ème et de la 13ème division, et dévoiler pour la première fois Ryujin Jaka, le plus puissant des Zanpakuto de feu et aussi un de mes Zanpakuto préférés. La phrase de libération de son Zanpakuto est sans équivoque. « Réduis tout en cendres, Ryujin Jaka !» Ouais, moi je le fais avec ma voix toute nulle, mais lui avec sa voix de badass, c'est beaucoup plus stylé. Et c'est pas anodin qu'il s'attaque à ces deux Shinigami, car comme je l'ai dit, il n'hésitera pas à punir ceux qui ont enfreint la loi, et détruire le Sokyoku est un crime grave. Pour rappel, le Sokyoku est un outil servant à exécuter un Shinigami, et Rukia allait en faire les frais. Bref, après une petite discussion où Yamaji dit regretter le comportement de ses deux élèves, qu'il considère presque comme ses fils, il les oblige à libérer leurs Zanpakuto. Malheureusement, l'affrontement sera vite écourté par la révélation de la trahison d'Aizen. Sans cela, Yamaji aurait probablement réduit en cendres les deux capitaines. On sait donc que ce dernier est un monstre de puissance, mais on ne l'a pas réellement vu à l'œuvre, et après l'arc Soul Society, c'était l'un des personnages que j'avais le plus envie de voir combattre sérieusement. Cependant, le personnage est, je trouve, un peu survendu, et cela peut se révéler être un problème pour certains, l'auteur étant toujours obligé de recourir à des subterfuges pour ne pas le laisser utiliser toute sa puissance. On y reviendra. Lors de l'arc Arrancar, encore une fois, Yamaji aura d'abord un rôle secondaire, en s'occupant de donner des directives pour préparer les prochains combats face à Aizen et les Arrancars. On voit aussi clairement qu'il n'a pas envie d'impliquer les humains dans cette histoire, mais honnêtement, je pense que son grand âge font qu'il prend parfois des décisions un peu débiles. Après, c'est mon avis, mais en tout cas, c'est lui qui dit à Ichigo qu'Orihime est parti au Wekomundo de son plein gré, sautant de plein pied dans le subterfuge d'Ulquiorra qui avait pour but de leur faire croire cela. Enfin bon, c'est pas du tout important, ce que je trouve un peu plus bête entre guillemets, c'est qu'ils choisissent d'envoyer parmi les meilleurs soigneurs de Soul Society au Wekomundo, à savoir Unohana, Kotetsu et Anataro. J'aurais bien vu Kotetsu participer à la bataille de Karakura, ça aurait permis de développer davantage le personnage, de lui donner plus d'interaction avec les autres Shinigami, et ça me semble un peu plus logique, mais passons. Yamamoto va enfin pouvoir briller au combat, dans la fausse Karakura, en commençant par mettre Aizen et ses deux lieutenants à l'écart en utilisant le Jokaku Enjo, une immense barrière de flammes infranchissable. Il va ensuite massacrer Aion, la chimère créée par la Fraction d'Aribel, dans un combat jouissif où il n'hésitera pas à reprocher au vice-capitaine leur faiblesse,
forçant le capitaine commandant à agir contre un ennemi de ce niveau. Et rappelez-vous, je vous parlais de subterfuge dans le scénario pour limiter la force de Yamaji. On a le premier vrai exemple ici, que je trouve personnellement extrêmement bien amené, en la personne de l'Arrancar Wonderwise. Alors clairement, je trouve ce personnage et son traitement dans cet arc fascinant. Même victime de l'hypnose totale, Aizen est parfaitement conscient que Yamaji est un problème, et que sans précaution, il pourrait être détruit en un instant par la surpuissance de son Zanpakuto. Il a donc créé un Arrancar particulier, Wonderwise, dont la seule fonction est de sceller les flammes de Yamaji. Et après qu'Aizen soit parvenu à planter le vieux Shinigami, celui-ci réussit à le choper, ce qui était son but premier. Il est capable, en étant transpercé par Kyoka Suigetsu, de ressentir le Reiatsu du Zanpakuto, et est donc persuadé que c'est bel et bien le véritable Aizen qu'il transperce. Et à ce moment-là, Yamaji était prêt à se sacrifier pour détruire Aizen avec lui, en utilisant une technique appelée Enotsu Jigoku. Mais c'est là que Wonderwise intervient, scellant les flammes du Shinigami. Cet Arrancar est très spécial puisqu'il a été modifié et n'est plus capable de s'exprimer ou d'avoir une conscience. Il fait froid dans le dos durant toutes ses apparitions antérieures, et ici on comprend finalement son but. Et là, le flex de Yamaji est légendaire. Il affirme à Aizen qu'il est naïf en pensant de l'arrêter comme ça, puisqu'il n'a jamais existé un seul Shinigami plus fort que lui, et que ses flammes ne sont pas le seul atout dont il dispose. Il va donc broyer le pauvre Arrancar à main nue, en l'explosant littéralement grâce au Sokotsu, une technique de Hakuda impressionnante, badass sur 20. A noter que Yamaji semble profondément désolé pour cette âme qu'il vient de détruire, dont il définit l'existence de pathétique. Par contre, les flammes scellées par Wonderwise vont créer une énorme explosion, maintenant que son corps est détruit. Et Yamaji fera barrage de son corps pour réduire l'étendue de cette dernière. C'est en étant à bout de force qu'il tentera son dernier assaut, alors qu'Aizen s'apprête à l'achever. Il va nous dévoiler le Hado numéro 96, Itokazo, une technique sacrificielle qui utilise son corps comme catalyseur. Mais cela ne suffira pas, même avec l'assaut d'Ichigo juste derrière. Yamaji y laissera un bras mais pourra quand même être soigné plus tard à Soul Society. En tout cas, je trouve ce combat vraiment super, on y voit la puissance du vieux Shinigami et on comprend clairement pourquoi il est si respecté. Entre Kido, Hakuda, maîtrise du sabre et stratégie de combat, le vieux possède toutes les qualités d'un combattant redoutable et légendaire. Mais les pouvoirs d'Aizen couplés au Hogyoku et à sa stratégie élaborée lui ont permis de l'emporter. Et pour le coup, je trouve que c'était un moyen très intelligent de limiter la puissance de Yamaji. Et là, bon, on a vu un très beau combat, mais comme Ryujin Jaka était scellé la plupart du temps, vous vous doutez bien qu'on n'a pas vu son Bankai, qui sera bien entendu l'un des premiers à être révélé dans l'arc final. Mais avant, petit passage arc Fullbring, dans lequel on comprend clairement que Yamaji est reconnaissant envers Ichigo et a vraiment reconnu sa force et son utilité pour Soul Society. Et avant de se lancer sur le dernier arc, faisons un petit moment flashback. Comme je l'ai dit, Yamamoto est un illustre Shinigami, leader de ceux qui étaient appelés autrefois les 13 sanguinaires. C'était un groupe de combattants impitoyables, n'hésitant pas à user des pires stratégies pour gagner leur bataille. D'ailleurs, Unohana, dont on va parler bientôt, faisait aussi partie de ce groupe à l'origine. Yamaji était un adversaire sans pitié, qui a remporté la guerre s'étant déroulée il y a 1000 ans face au Quincy, mais là-dessus on n'en sait que très peu. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'à l'époque, il n'a pas tué Yua-Bar. On a aussi droit à un peu de développement à travers le perso de Sasakibe, où l'on apprend que le vice-capitaine est un Shinigami très puissant, qui possédait une relation spéciale avec Yamamoto, le suivant et le respectant depuis sa tendre jeunesse. Malheureusement, bien plus tard, lors de l'assaut des Quincy sur le Seireitei, Sasakibe va être massacré par Driscoll, un des Sternritters. Un moment qui nous dévoile un Yamamoto chagriné par la mort de son subordonné, qu'il pourra bien entendu venger dans un moment encore une fois badass sur 20. Et on y est. Le combat final de Yamaji. On va pas se refaire son Bankai en détail puisque j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur mes Zanpakuto préférés, mais c'est ici, face au roi des Quincy, qu'il va enfin nous le montrer. Son nom, Zankan no Tachi. Probablement un des Bankai les plus marquants qui possède 4 techniques distinctes. Ce qui est intéressant ici, c'est comment Kubo va mettre en œuvre la défaite de Yamaji. Comme je l'ai dit, il est tellement fort que les ennemis doivent trouver des subterfuges, et ici, alors qu'il croyait affronter le Quincy originel, c'est en fait une doublure, un Quincy appelé Royd Lloyd, qui a la capacité de copier l'apparence des gens ainsi que leurs souvenirs. Mais apparemment, si j'ai bien compris, il ne peut pas copier leur pouvoir, alors que son frère, lui, le peut. C'est un peu confus pour certains lecteurs qui ont trouvé ce twist un petit peu insensé. Certains disent que Yua avait fait en sorte de transmettre du pouvoir à Royd pour qu'il paraisse aussi fort que lui, mais on sait pas trop. En tout cas, en Bankai, Yamaji va juste le massacrer en dévoilant ses techniques les plus marquantes, comme son manteau de flamme à 15 millions de degrés, ou encore l'invocation des corps calcinés des personnes tuées par Ryujin Jaka. Et autant dire qu'il y en a beaucoup, et parmi eux le frère de Yua, mort pendant la fameuse guerre d'il y a 1000 ans. Et après l'avoir terminé avec un coup surpuissant réduisant tout en cendres, Yamamoto se rend compte de la supercherie, alors que le vrai Yua apparaît, lui volant son Bankai, qu'il ne réutilisera jamais par la suite. Il en a sûrement pas besoin, certes,
Mais ça montre aussi que la puissance suprême de Zanpakuto posait un peu problème dans le déroulement de l'intrigue. Et c'est comme ça que le dernier combat de Yamamoto prend fin, tranché en deux par son pire ennemi alors qu'il regrette de ne pas l'avoir tué 1000 ans plus tôt. Il n'aura même pas le temps de réagir et sera pourfendu violemment. En tout cas, c'est une mort qui chagrine tous les Shinigami, qui perdent ici un pilier, qui a traversé les âges à Soul Society. D'ailleurs, on remarque que le personnage de Kyoraku, très attristé, changera du tout au tout et assumera pleinement son nouveau rôle de capitaine commandant, rendant hommage à son ancien maître avec dignité. Sa mort violente est clairement évocatrice de la détermination des Quincy, et leur cruauté lors de l'assaut du Seireitei nous fait bien comprendre que la menace est extraordinaire. En tout cas, Yamaji était un papy sacrément badass, qui nous aura offert des moments épiques, parfois drôles, et qui aura su nous énerver parfois de par ses côtés bornés et têtus. Et c'est là-dessus que se termine cette vidéo sur Yamamoto Genryusai, illustre Shinigami qui commande le respect. J'espère comme toujours qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like qui donne la force de continuer les vidéos chaque semaine. Quoi qu'il en soit, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.